Bonjour. Première question, la conférence de ce matin était sur De Gaulle et la France libre. Et par rapport à cela, est-ce qu'on peut trouver dans la France libre que De Gaulle est amené à diriger dans son ensemble, dans son entier, des prémices à la Ve République, des principes qu'on retrouve après plus tard dans la Constitution de 1958? Oui, certainement. Certainement, parce qu'il se trouve que la France libre, qui est un gouvernement autoproclamé par le général de Gaulle, est un gouvernement qui n'a pas de citoyens pour le contester, qui n'a pas d'assemblée pour le contrôler, et par conséquent, où le chef du gouvernement prend, dans la mesure des possibilités qui sont les siennes, toutes les décisions importantes. Alors il est clair, par exemple, qu'il y a des discussions au sein du Conseil des ministres, des gouvernements, le Comité national français, le Comité français de libération nationale, mais ces discussions se terminent par la décision prise par le général de Gaulle. Et par conséquent, c'est un gouvernement, au fond, sans contrôle réel. Et on retrouvera cela à la fois à Alger, avec une assemblée consultative devant laquelle le gouvernement n'est pas responsable. Par conséquent, le gouvernement prend les décisions seul, le chef du gouvernement décide, et ce sera le cas lorsque le général de Gaulle dévoile ses projets politiques au moment de la libération, puisqu'il va, comme vous le savez, en octobre 1945, poser aux Français, par référendum, ce qui n'est pas une pratique républicaine. La pratique républicaine, c'est on élit des députés qui ensuite décident, qui sont les représentants de la nation. Mais pour lui, les élus ne sont que les représentants de la circonscription qui les a élus, et par conséquent, il reprend au fond l'idée qui est celle d'un chef de gouvernement tout-puissant qui, dans la mesure où la France libre le pouvait, lui a permis de prendre toutes les décisions. Et dans les deux questions qu'il pose au référendum, la deuxième question qui concerne l'éventuelle assemblée consultative limite très singulièrement les pouvoirs d'une assemblée légalement élue comme assemblée constituante, en limitant sa durée à 7 mois, en déclarant certes qu'elle aura voté les lois et donc les lois de finances également, le budget, mais en revanche en marquant très strictement que le gouvernement n'est responsable devant la Chambre que dans la mesure où celle-ci le contesterait par une motion de censure votée à la majorité absolue. Donc l'idée qui est tirée de l'expérience de la France libre, c'est celle qui conduit à considérer qu'il est légitime, certes, qu'il y ait des députés élus qui représentent l'ensemble des circonscriptions de la France, mais que le rôle d'un Parlement, c'est de voter les lois, c'est de voter le budget, c'est à la rigueur de contrôler le gouvernement, mais en limitant très strictement la possibilité qu'il a de renverser le gouvernement. Donc l'idée, c'est qu'il ne faut pas que l'Assemblée élue, et on retrouvera la Constitution de la Ve République, soit en mesure de renvoyer à tout bout de champ le gouvernement. Elle ne peut le faire que dans des circonstances très extraordinaires et très rares, puisque vous le savez, depuis 1958, il y a eu une motion de censure qui a été adoptée en 1962 et jamais plus depuis. Donc, incontestablement, l'expérience de la France libre sert aussi à comprendre la manière dont la Ve République a été constituée. Très bien, alors sans lien, on reviendra après au gaullisme, mais d'abord, vous êtes professeur à Sciences Po Paris. J'étais. Oui, vous n'êtes plus maintenant, mais vous restez professeur. Temps. Et vous avez collaboré avec Pierre Mixa pour écrire
toute une collection d'ouvrages, une histoire du XXe siècle en 4 tomes, ou encore une histoire de la France au XXe siècle. Comment vous en êtes venu à collaborer avec Pierre Milza? Pourquoi Pierre Milza? Et puis, quel était votre but à l'époque d'écrire une telle histoire Alors, qui est quand même première question, Pierre Milza. J'ai fait la connaissance de Pierre Milza en 1959, lorsque nous étions tous deux instituteurs à l'école d'application de l'école normale d'instituteurs de la Seine. Donc nous enseignions en cours élémentaire première année. Voilà. Et nous avons l'un et l'autre entrepris les études d'histoire, passé l'agrégation d'histoire, puis une thèse, et nous sommes devenus professeurs de lycée, puis professeurs d'université, et donc nous nous connaissons depuis 1959. Voilà. Donc c'est une... Et en même temps, nous avons eu des carrières un peu parallèles, puisque l'un et l'autre, nous sommes devenus universitaires, et que nous avons continué à travailler ensemble, comme nous en avions pris l'habitude lorsque nous étions tous les deux instituteurs dans un cours élémentaire première année. Alors, deuxième chose, il se trouve que à partir des années 67-68, nous avons fait ensemble des manuels scolaires. Et en particulier, à partir des années 80, des manuels scolaires qui, pour la première fois, portaient très largement sur l'histoire du XXe siècle, à une époque où il n'y avait pas de corpus scientifique établi sur l'histoire du XXe siècle. Et donc on a écrit un manuel de première, un manuel de terminale, et l'éditeur, qui est toujours le même d'ailleurs, Attier, nous a fait remarquer que ce que au fond nous écrivions était sans véritable équivalent dans d'autres éditions, et il nous avait dit, mais si vous repreniez non pas tout l'appareil pédagogique qu'il y a dans un manuel scolaire, mais en adaptant ce texte aux premières classes de l'enseignement supérieur, à ceux qui commençaient l'enseignement supérieur, au fond, il y a là une histoire du XXe siècle qui apparaît comme quelque chose qui n'existe pas actuellement sur le marché. Donc nous avons repris les textes fondamentaux des manuels de première et de terminale, et puis nous avons publié pour la première fois en 1984 le premier tome de l'histoire du XXe siècle, mais en adaptant ce que nous avions écrit pour les élèves de terminale à l'enseignement supérieur et aux premières années d'enseignement supérieur. Donc ça a été le début de l'histoire du XXe siècle qui, depuis 1984, donc ça fait 32 ans maintenant, est réédité, remise à jour, même au XXIe siècle, puisque la prochaine remise à jour est prévue pour l'an prochain, et la précédente devait être de 2010, donc tous les 5, 6, 7 ans, on remet à jour donc, cette histoire du XXe siècle, et à la suite de quoi un autre éditeur nous a demandé de faire une histoire de la France au XXe siècle, et l'éditeur Attier nous a demandé aussi de faire une histoire de l'Europe au XXe siècle. Voilà. Donc, enfin, dernière question par rapport au gaullisme, j'avais dit qu'on y reviendrait. Est-ce que le gaullisme finalement est pas, le gaullisme politique du moins, n'est pas mort avec le général de Gaulle, ou est-ce qu'il a pu survivre après 1970? Alors, le problème est de savoir, si vous voulez, et c'était l'objet de l'ouvrage que j'ai écrit sur l'histoire du gaullisme, de savoir ce que ça représentait exactement, cette histoire du gaullisme. Est-ce que c'était un phénomène vraiment propre à la France, parce qu'on constatait qu'il n'y avait aucune autre culture politique qui porte le nom d'un homme, comme ça a été le cas pour le gaullisme,
ou bien est-ce que ça s'inscrit, alors est-ce que c'est un phénomène sui generis, né en 1940 à partir du 18 juin et poursuivi jusqu'en 1969, c'est-à-dire à la fin de la Ve République. Alors ça paraissait pas suffisant parce que il est clair qu'au fil des années après 1969, il y a toujours des partis qui sont réclamés du gaullisme, mais d'un gaullisme qui évidemment évolue nécessairement en fonction des modifications reprochées, je ne sais pas, au successeur du général de Gaulle de faire autrement que ce qu'il a fait, par exemple, d'avoir voté pour Jacques Chirac, qui fait voter l'accord de Maastricht, que de Gaulle n'aurait certainement pas accepté, hein, créant la future monnaie unique, etc. Est-ce que c'est une trahison du gaullisme ou est-ce que c'est une adaptation du gaullisme à un monde qui a changé depuis 1969? Alors, en réfléchissant, si vous voulez, sur ce problème, moi, mon sentiment est plutôt que le gaullisme s'inscrit en fait dans la généalogie du nationalisme français qui naît au lendemain de la défaite de 1870 avec la Ligue des Patriotes, etc., mais qui est à ce moment-là considéré comme hostile à la République parlementaire et même anti-républicain. Hein, Déroulède, ça apparaît comme un homme de putsch, encore qu'il n'ait jamais rejeté la République. Mais enfin, à partir du moment où il n'accepte plus la prédominance du Parlement, pour l'époque, il n'est pas républicain. Hein, je crois que on se situe à ce moment-là. Alors, on peut suivre ainsi toute une généalogie du nationalisme français qui est très fortement marquée à droite et à la limite, en tout cas très hostile à la République parlementaire, qui se modifie avec la guerre de 14, où le nationalisme devient unanimiste au moment de la guerre, et on voit bien par exemple par l'évolution d'un Barès, hein, qui est très, très fortement hostile à la République, très raciste pendant un certain nombre d'années, et qui, en 1917, écrit les diverses familles spirituelles de la France, où, du fait de l'union sacrée, il considère que désormais la nation française, c'est quelque chose de beaucoup plus large que la terre et les morts du début de sa carrière. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, il y a une sorte à la fois de modération par rapport à ce qu'il était du système nationaliste, en même temps qu'il s'élargit à une partie plus vaste de la population. Et alors le résultat, si vous voulez, de l'opération, c'est qu'on voit au cours de l'entre-deux-guerres se développer des ligues qui sont la suite du nationalisme, et l'une d'entre elles, c'est sur laquelle je vais organiser un colloque il y a 2 ans, qui vient de paraître, on se rend compte qu'avec le PSF du colonel de la Rocque, la Ligue des Croix de Feu se transforme en un parti politique qui accepte au fond très largement la République. Et que le RPF, qui est créé après la Seconde Guerre mondiale, apparaît dans la continuité à la fois des idées et de la culture de ce PSF. Et par conséquent, le gaullisme apparaît comme le point d'arrivée de cette évolution du nationalisme français vers un système qui est très largement accepté, si vous voulez, par la population. Donc, lorsque j'essayais de voir est-ce qu'il y a une doctrine gaulliste, moi je n'ai trouvé que 2 choses. D'une part, un État fort pour redresser le pays et pour permettre à la France d'assurer sa grandeur dans le monde. En dehors de ces 2 idées, il ne me semble pas qu'il y ait une originalité du gaullisme. D'accord, merci beaucoup, M. Bernstein. Je vous en prie.